Monsieur le recteur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Liège. Liège, pour moi, ça représente d'abord la cité du savoir, avec cette magnifique université, qui est fondée à l'aube de la révolution industrielle, et qui est également un centre culturel très important. J'ai pu encore me rendre compte avec mon ami Daniel Weissman aujourd'hui à la Philharmonie. Liège, c'est également la cité du décollage de la croissance, du décollage industriel. C'est la première ville d'Europe continentale à rentrer dans la révolution industrielle, dans le sillage de l'industrialisation britannique. Liège est également pionnière dans l'histoire du mouvement ouvrier et sa lutte pour une prospérité plus juste et plus humaine. Je suis venu à l'économie par la politique. J'étais militant quand j'étais jeune, voilà. Beaucoup de mes compatriotes de ma génération en France, post-68 arde, et on en rêvait d'une prospérité partagée. Voilà. Mes parents viennent d'Égypte, d'Alexandrie, et c'était un pays où il y avait des inégalités énormes. Et mon père se battait en Égypte pour une juste cause, c'est que le fellah atteigne le niveau de vie de l'âne. L'âne était mieux nourri que le fellah en Égypte à l'époque. Et voilà, donc je viens un peu de cette... Et entre mes parents et 68, c'était vraiment l'idée, est-ce qu'on peut avoir une prospérité partagée? Et alors évidemment, je voyais différents hommes politiques ou femmes politiques dire, voilà, l'économie, ça devrait être comme ci, l'économie, ça devrait être comme ça. Ils avaient tous l'air d'avoir raison. Et j'arrivais jamais à savoir qui avait raison et qui n'avait pas raison, parce que toujours on a l'impression que c'est juste ce qu'ils vous racontent. Et donc j'ai commencé à me questionner. Et je n'ai jamais cessé depuis de me questionner. Et en fait, ma vie, c'est un questionnement perpétuel. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors on le fait par du raisonnement, on le fait autant qu'on peut par des études empiriques et par un dialogue permanent, aussi bon qu'il puisse être avec les données disponibles, les modèles disponibles et ceux qu'on développe, entre la modélisation, le raisonnement et l'empirique. Mais avec toujours ce but qui est de dire, voilà, comment atteindre une prospérité partagée. Et en fait, cet idéal, il ressort du Covid. Le Covid a révélé beaucoup de choses. Mais ce qui est vraiment sauté aux yeux avec le Covid, c'est que les États-Unis ont un modèle social qui ne fonctionne pas. On a vu beaucoup de gens perdre leur emploi, et aux États-Unis, quand tu perds ton emploi, tu tombes en pauvreté et où tu perds ton assurance santé au moment où ils en avaient besoin. Et on a vu les conséquences désastreuses sociales de la Covid ou du Covid aux États-Unis. Nous, en Europe, on protège mieux quand même. Voilà. Donc, mais on a vu par contre qu'aux États-Unis, pour l'innovation, ils sont très bons. Alors il y a AstraZeneca évidemment, mais les vaccins qui font qu'on est tous là, ils sont venus de là-bas, essentiellement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un écosystème d'innovation très supérieur au nôtre. Et donc là, il y a un double défi. En fait, ce qu'on voudrait, c'est un système économique qui soit aussi innovant que le système américain et aussi protecteur que le système danois, je dirais. Moi, que j'aime bien le Danemark sur le plan de la production. Et nous, on n'est pas mauvais. En Belgique, en France, c'est pas mal. Mais voilà, moi, j'aime bien le Danemark aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut, et c'est pas du tout, est-ce qu'on peut avoir un capitalisme qui soit aussi innovant, ou un mode social qui soit aussi innovant que les États-Unis et aussi protecteur et inclusif que certains pays en Europe? Alors il y a des gens qui pensent que c'est pas possible. Il y a des gens qui vous disent non, non, non. C'est le prix à payer. Le fait qu'il n'y ait pas de protection sociale adéquate aux États-Unis, c'est le prix à payer pour qu'ils soient innovants. Et il y a des gens qui pensent que le fait qu'on n'ait pas d'innovation ou plus davantage d'innovation en Europe, c'est le prix à payer pour être protecteur et inclusif. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense par exemple que quand les Danois ont inventé le système de flexi-sécurité, ou quand vous vous retrouvez au chômage, vous avez 90% de votre salaire pendant 2 ans, l'État qui vous a trouvé un nouveau job et qui vous forme, fait d'abord qu'au Danemark, eh bien ça a rendu ce qu'on appelle la destruction créatrice, dont parlait très bien le recteur, ça rend la destruction créatrice qui est beaucoup plus efficace, ça marche très bien au Danemark, la destruction. Et donc ça fait du Danemark un pays plus innovant, mais en même temps plus protecteur. Donc c'est pas vrai que c'est le choix entre l'un et l'autre, on peut avoir l'un et l'autre. L'éducation, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents. Je vais beaucoup dans des lycées, moi, en France, des lycées de zones défavorisées, beaucoup. Et il y a des jeunes, mais super intelligents.
Et même dans les banlieues de Paris, il y a des gens qui font des deals, etc. Mais c'est des gens très malins. Seulement, ils n'ont pas eu la possibilité qu'on leur donne le capital humain et même les aspirations pour devenir innovateurs. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus, de gens qui auraient pu être innovateurs, qui ne le sont pas. Si je développe un bon système éducatif, inclusif, de bonne qualité, qui inclut tout le monde, eh bien non seulement j'aurai une économie plus innovante, mais également beaucoup plus inclusive. Troisième exemple, la concurrence. On sait que souvent, les innovateurs d'hier, c'était le problème se transforment en conglomérats qui empêchent l'arrivée de nouveaux, qui s'opposent à la concurrence parce qu'ils ne veulent pas l'arrivée de nouveaux innovateurs qui vont remplacer leur technologie et les rendre obsolètes. C'est ça le dilemme de la destruction créatrice. Donc si vous arrivez à mettre en place des politiques de concurrence adaptées, non seulement vous allez stimuler l'innovation, puisque vous allez stimuler l'entrée, mais vous allez également stimuler la mobilité sociale, parce que la mobilité sociale, elle vient des nouveaux qui remplacent les anciens. Donc ce n'est pas vrai que c'est un choix entre l'un et l'autre. Donc on peut rêver d'une société qui donne de la prospérité, et de la prospérité qui soit plus inclusive, plus protectrice et plus verte également. Alors on va me dire que je suis un optimiste. Alors je suis un optimiste, mais au sens de Gramsci. Je crois beaucoup dans l'optimisme de combat. C'est l'optimisme du chercheur. Le chercheur, il dit « je vais y arriver, je vais y passer ». Mais ça ne veut pas dire que ça va me tomber tout seul. Je vais devoir me bagarrer, trouver des choses. C'est cet optimisme-là, c'est l'optimisme du résistant. C'est l'optimisme des luttes ouvrières dont je parlais tout à l'heure. De dire « il est possible d'améliorer, de rendre le monde meilleur ». Henrik Bergson disait « l'avenir n'est pas ce qui arrivera, il est ce que nous ferons ». Voilà, et donc je fais mienne la citation de Bergson. Merci beaucoup.